Bonjour à tous. Alors, on va parler d'un sujet un petit peu euh, particulier qui intéresse à la fois les neuropathies optiques de Leber, les atrophies optiques dominantes et puis toutes les neuropathies optiques héréditaires en général, mais pour montrer quelles sont les différentes pistes de traitement sur lesquelles les chercheurs fondamentalistes, puis les médecins peuvent travailler pour essayer d'apporter une prise en charge à l'ensemble des neuropathies optiques héréditaires. Alors, d'abord, quelques rappels parce que on va en parler, on va tout le long de l'exposé euh, plutôt euh, le signaler. Et je voudrais rappeler à tout le monde que les neuropathies optiques héréditaires, et bien sûr les neuropathies optiques de Leber, l'atrophie optique dominante, sont des maladies qui sont liées à un dysfonctionnement du fonctionnement de la mitochondrie, ce petit organite qui est à l'intérieur des cellules et qui va permettre de produire l'énergie de la cellule, mais qui va également assurer d'autres fonctions. Et une des fonctions importantes de la mitochondrie, en lien avec les autres organites de la cellule, le réticulum endoplasmique en particulier, c'est de permettre à la cellule de produire les éléments dont on a besoin et en cas de dysfonctionnement, à entraîner la cellule à disparaître. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Et les études en ce qu'on appelle la métabolomique, c'est l'étude de tous les éléments qui existent à l'intérieur de la cellule, que ce soit les oestrogènes, que ce soit les lipides, les différents types de lipides. Ces études de ce qu'on appelle le métabolome de tous les constituants de la cellule ont montré l'importance de d'une situation particulière qu'on appelle le stress cellulaire, c'est-à-dire un début de dysfonctionnement des cellules. Et dans les neuropathies optiques héréditaires, il y a ce stress de la cellule. La cellule fonctionne, mais elle fonctionne un petit peu en catastrophe. Et les mitochondries sont des organismes qui sont apparus dans les cellules des organismes vivants il y a environ 2 milliards d'années. On pense que c'était des bactéries qui ont été incluses dans les cellules et elles permettent une meilleure utilisation par les cellules de l'oxygène et c'est pour ça que finalement les cellules qui avaient inclus les mitochondries ont été favorisées dans les cellules, dans les organismes unicellulaires et puis dans les différentes formes de vie. Et c'est passé par les diplodocus, les grands singes, et maintenant on en trouve dans tous les êtres vivants, en particulier chez l'homme. Donc, comme je vous l'ai dit, les cellules, les mitochondries vont produire l'énergie des cellules. On dit souvent que c'est la centrale énergétique de la cellule. Elle produit ce qu'on appelle l'ATP, mais elle lutte également contre ce stress des cellules qui fonctionne un petit peu en catastrophe, ce qu'on appelle le stress du réticulum, le stress oxydatif, et qui est un fonctionnement dans lequel la cellule, finalement, est très sollicitée et fonctionne un petit peu dans un déséquilibre. Ce n'est pas son état normal. Et donc, elle va permettre à la cellule de revenir dans un fonctionnement qui est plus naturel. Et puis, quand le stress oxydatif est trop important, que la cellule n'est plus viable, eh bien, la mitochondrie entraîne la disparition, la mort programmée de la cellule, et la cellule va s'autodétruire, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, et la cellule disparaît. Et vous voyez tout de suite le lien entre une atrophie optique où il y a une perte des cellules et cette apoptose. Il y a au sein de chaque cellule plusieurs dizaines de mitochondries, c'est ce qu'on avait sur cette photo, où vous avez
plusieurs mitochondries qui sont représentées. Ce sont ces petits éléments ovales donc, qui représentent les mitochondries. Il y en a plusieurs dizaines, elles sont organisées en réseaux qui se forment, qui disparaissent, et ceci c'est sous la dépendance de protéines d'assemblage et de protéines de rupture. Et une cellule, pour vivre normalement, a besoin que se forment ces réseaux, que ces réseaux se détruisent puis se reforment en fonction des besoins cellulaires. La mitochondrie, elle a 13 gènes, alors que 1000 gènes sont nécessaires à son fonctionnement. Et une partie des gènes nécessaires au fonctionnement de la mitochondrie sont des gènes nucléaires. C'est pour ça que vous avez certaines neuropathies optiques qui sont liées à une mutation de l'ADN mitochondrial, c'est la neuropathie optique de Leber, mais également vous avez des neuropathies optiques héréditaires qui sont des maladies de la mitochondrie, qui sont liées à des mutations du gène nucléaire, telles que la maladie de Pierre, l'atrophie optique dominante. C'est une mutation du gène OP1 qui est sur un chromosome, le chromosome 3 au niveau du noyau, mais la protéine produite par le gène OP1 va servir à former les réseaux de mitochondries. Et quand il y a un déficit du gène OP1, eh bien, ces réseaux mitochondriaux se forment mal, d'où un dysfonctionnement au niveau du fonctionnement cellulaire. Donc, l'ADN mitochondrial, 13 protéines, 13 gènes, donc 13 protéines, de la chaîne respiratoire, et puis nombre de gènes sont liés au noyau. Et donc, les maladies de la mitochondrie recouvrent au sens strict des altérations de gènes et donc de protéines d'origine nucléaire, mais aussi mitochondriale. Alors, il faut bien se souvenir de l'importance de ces mitochondries, de l'existence de mutations à la fois nucléaires ou mitochondriales, pour voir les différentes pistes que l'on peut évoquer pour les traitements des neuropathies optiques, quelles qu'elles soient. Et les dysfonctionnements dans les neuropathies optiques héréditaires, eh bien, c'est probablement des diminutions de la production énergétique, mais finalement, pas autant qu'on le pense, parce que la cellule est capable de vivre un peu avec une production énergétique diminuée, mais c'est surtout la diminution des mécanismes de protection de la cellule contre les radicaux libres, contre la réduction du stress oxydatif, qui va faire que la cellule se désorganise, et c'est ce qui entraîne la mise en jeu de l'apoptose. Alors, les neuropathies optiques héréditaires, on les a étudiées donc par le biais des gènes. Ça donne des renseignements un petit peu sur les protéines qui sont en cause. Mais on a aussi fait beaucoup dans les dernières années, c'est en particulier tous les travaux de l'équipe d'Angers et d'autres, des études en métabolomique, c'est-à-dire qu'on a recherché pourquoi les gènes entraînaient les maladies et qu'est-ce que le gène allait perturber au sein des cellules. Quels sont les éléments au sein de la cellule qu'on retrouve soit en excès, soit en déficit, du fait des mutations au sein des cellules, et qu'est-ce que la cellule n'est plus capable de produire ou d'utiliser, et qui en fait aboutit à son dysfonctionnement. Parce que dire qu'il y a une mutation du gène
du premier élément de la chaîne respiratoire, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que cela va entraîner? Diminution de la production d'énergie, peut-être, mais finalement, ce n'est absolument pas quelque chose qui est très important. Quels sont les autres fonctionnements qui sont altérés au sein de la cellule? Donc, on a retrouvé avec les études en métabolomique des molécules candidates qui montrent qu'il y a un stress du réticulum endoplasmique, et donc en jouant sur ces molécules candidates, on va réduire ce stress du réticulum, ce stress oxydatif. On peut rétablir le fonctionnement cellulaire en contournant le blocage lié à la mutation. Et puis, on peut également, en connaissant les mécanismes physiopathogéniques, trouver de nouvelles pistes de traitement pour soit privilégier des mitochondries fonctionnelles et augmenter leur ratio au sein des cellules, et donc diminuer les conséquences de la mutation. Et puis, bien entendu, on va pouvoir retirer la mutation, c'est la thérapie génique, on va le revoir. Donc, les traitements des neuropathies optiques, on a 4 stratégies possibles, soit contourner le dysfonctionnement, soit réduire le stress du réticulum endoplasmique avec les molécules candidates trouvées par la métabolomique, soit remplacer le gène, soit privilégier des mitochondries saines. Alors, toutes ces stratégies ne sont pas applicables à toutes les neuropathies optiques héréditaires. Dans certains cas, par exemple pour le Leber, on va le revoir, on sait très facilement, on sait comment contourner le dysfonctionnement induit par la mutation. On commence à avoir des pistes pour réduire le stress du réticulum endoplasmique, et puis on sait remplacer la mutation dans le cadre de la mutation 11778. Mais on ne sait pas encore très bien privilégier les mitochondries saines, et puis avec d'autres mutations dans l'atrophie optique dominante, on ne sait pas contourner le déficit. Par contre, on commence à pouvoir avoir des idées sur la réduction du stress du réticulum. Alors, contourner le dysfonctionnement dans la neuropathie optique de Leber, c'est le rôle de l'idébénone, qui est cette molécule qu'on retrouve dans le raxone. Je vous rappelle qu'il y a une chaîne de transport d'électrons dans la chaîne respiratoire. La mutation, les différentes mutations de la neuropathie optique de Leber perturbent le complexe 1, le premier complexe, et donc il y a un mauvais transfert d'électrons du complexe 1 vers le complexe 2 et le complexe 3, et puis ensuite 4 et 5. Donc on a un blocage au niveau du début de cette chaîne respiratoire, et l'idébénone, elle facilite le transport des électrons mitochondriales en shuntant le complexe 1. C'est le complexe dans lequel se trouvent les mutations. Donc, c'est sur le papier quelque chose qui est intéressant, qui va permettre de transférer des électrons directement au complexe 3 et qui, de ce fait, va réduire le taux de radicaux libres, réduire le stress oxydatif dans la cellule, et ainsi, on peut espérer que l'idébénone régénère les fibres ganglionnaires. On a donc un blocage au niveau du complexe 1, et vous voyez sur cette diapositive qu'on a arrêté le passage entre le complexe 1 et le complexe 2. Il y a donc une accumulation d'électrons libres, donc de radicaux qu'on appelle des radicaux oxydatifs, qui peuvent altérer les membranes des cellules, altérer les membranes des mitochondries, et qui entraînent, qui augmentent le stress oxydatif. L'idébénone est capable de shunter ce complexe-là, ce blocage,
d'envoyer directement les électrons vers le complexe 3 et ainsi de diminuer le stress oxydatif dans les cellules. Alors, les résultats d'ibébenone et de Raxone, vous les connaissez, c'est en faveur d'une certaine efficacité avec une récupération, mais qui est extrêmement variable selon les cas, qui peut survenir longtemps après le début de la pathologie. C'est pour ça qu'il faut les tenter, même lorsque la maladie a débuté depuis plusieurs années, mais on n'a pas un effet qui est quand même, je dirais, extraordinaire. Et beaucoup d'entre vous qui ont pris Raxone ont vu une petite amélioration, mais il n'y a pas de récupération et on ne sait pas encore pourquoi cet effet qui est a priori tout à fait bénéfique sur le papier, eh bien finalement ne marche pas aussi bien que ça. Ça montre qu'il y a d'autres facteurs que la mutation dans ces pathologies. C'est pour ça que les études en métabolome sont intéressantes, parce que là, on a levé le blocage, mais ça ne rend pas la vision, ça ne permet pas de totalement tout corriger. En plus, de par son mode d'action, on pense que l'ibébenone pourrait avoir un effet négatif si on le donne avant le déclenchement de la neuropathie de Leber, parce qu'on irait peut-être engorger le complexe 3. Il y a encore probablement un passage du complexe 1 vers le complexe 2, puis du complexe 2 vers le complexe 3, passage naturel, et on irait apporter un excès d'électrons au complexe 3 et on pourrait l'engorger et créer des dégâts. Alors, du fait de l'effet relativement faible, surtout dans les essais qui ont été faits de l'ibébenone, pour l'instant, il y a des questions qui se posent quant à son remboursement, mais un peu lié au Covid, pour l'instant, les choses restent en l'état et on peut toujours utiliser Raxone. On attend de plus beaucoup des études observationnelles, l'étude PAROS, dans lequel plusieurs patients ont été inclus et qui va permettre de donner des renseignements sur la tolérance de ce traitement, mais aussi sur l'évolution de l'acuité visuelle, du champ visuel, de l'OCT dans le cadre de cette étude et apporter aux instances réglementaires des éléments pour revoir éventuellement ce qu'on appelle le service médical rendu et on espère revenir sur cette décision de dérembourser ou de ne pas donner de remboursement à Raxone. Donc cette étude est une étude européenne et les centres français qui vont ici depuis voilà, depuis ces 5-là, on a inclus bon nombre de patients. Vous voyez qu'il y a pas mal de patients qui ont été inclus. Et en France, en jaune ici, nous avons inclus 53 patients. Nous sommes les deuxièmes en Europe, donc nous n'avons pas à rougir de ce qui a été fait dans le cadre de cette étude. Alors, l'ibébenone a été tenté dans d'autres neuropathies optiques, telles que la maladie de Thiers, OP1, mais l'efficacité est encore beaucoup plus difficile à trouver car l'acuité visuelle dans la maladie de Thiers va baisser extrêmement lentement, parfois sur plusieurs dizaines d'années, donc c'est très difficile de prouver une efficacité. Par contre, la tolérance de Raxone est excellente et l'étude PAROS va le démontrer. Il y a eu un article qui a jeté un peu un émoi dans le corps médical par une revue disant qu'il y avait des complications. Tous les utilisateurs français sont absolument vent debout contre ce qui a été dit. Et dans notre expérience, il n'y a absolument aucun effet néfaste de l'ibébenone, qui est quelque chose qui est très bien toléré. Parfois, des petits troubles digestifs, il suffit de baisser les doses et il n'y a absolument aucun problème.
La deuxième molécule qui est à l'essai, c'est le désafibrate, qui est une molécule anticholestérolémiante, donc qui va agir au niveau de récepteurs d'activation au niveau de la mitochondrie. Elle augmente certains enzymes dans la mitochondrie, certains enzymes de la chaîne respiratoire, l'activité de la succinate déshydrogénase, du cytochrome oxydase, donc des éléments de la chaîne respiratoire. Et elle participe également à la synthèse du coenzyme Q10. C'est pour ça que in vitro, elle améliore l'activité des cellules quand il y a une altération de la chaîne respiratoire. Elle a une action, cette molécule, anti-apoptotique. Et donc, il y a un essai actuellement à Pompidou, à l'hôpital Pompidou, avec le désafibrate, de tolérance et d'efficacité. Donc, il y a plusieurs patients qui ont été inclus et il est encore trop tôt pour donner des résultats. Nous ne pouvons pas en parler parce que l'étude n'est pas terminée. Le troisième moyen de contourner l'obstacle lié à la mutation, c'est le régime cétogène. La chaîne respiratoire utilise le glucose comme carburant. Et si le glucose n'est plus la molécule qui est utilisée par la chaîne respiratoire, si on apporte d'autres éléments tels que les corps cétoniques, l'acétone, l'acétoacétate, eh bien, on va chanter naturellement les premières étapes de la chaîne respiratoire. En fait, cette chaîne respiratoire est quelque chose d'extrêmement complexe qui met en jeu plusieurs complexes dont le complexe 1, complexe 2, 3, 4, 5, vous avez vu cette cascade, mais on peut entrer dans cette chaîne respiratoire à un autre niveau qu'avec le glucose. Et en fait, on arrive dans la chaîne respiratoire avec les corps cétoniques bien au-delà du complexe 1 qui dysfonctionne. Et naturellement, on apporte une source d'énergie qui va produire l'ATP, mais qui naturellement entre à un autre niveau et donc fait fonctionner de façon tout à fait normale la mitochondrie sans utiliser le complexe 1. Alors, pour faire ce régime cétogène, il faut éliminer les sucres rapides, c'est-à-dire le glucose, qui favorise le fonctionnement de la chaîne respiratoire à partir du complexe 1, apporter des sucres lents, ce qu'on appelle les sucres lents, enfin puis d'autres molécules, des lipides et puis des non gras, des protéines. Donc il y a tout un régime particulier à faire qui est simplement une façon de changer son alimentation, mais qui n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. Il faut juste changer ses habitudes. On ne supprime pas, on supprime des choses comme ça. Et puis on apporte d'autres éléments. Et cela va permettre un autre fonctionnement de la cellule. Il y a eu quelques cas de récupération, d'amélioration qui ont été décrites. On sait que c'est un régime qui est aussi très préconisé en cas de pathologie cardiovasculaire, de cancer, parce que ça utilise différemment les mitochondries et ça permet finalement de détourner un petit peu le fonctionnement des mitochondries, doit permettre de mieux fonctionner. Donc c'est quelque chose qui est relativement intéressant et qui est totalement naturel. Mais ça va être très difficile de faire des études cliniques sur le régime cétogène parce que, d'abord, pour faire une étude clinique, eh bien, le nerf de la guerre dont on a besoin, nous, c'est le financement. Or, comment financer une étude non médicamenteuse? Déjà, pour financer une étude médicamenteuse, des fois, quand le médicament est très peu cher et qu'il y a très peu de patients, les laboratoires disent nous, ça ne nous intéresse pas, on va rien gagner plus, on n'a pas envie de se lancer là-dedans. Là, il n'y avait pas de laboratoire à solliciter. Et puis,
comment surveiller la mise en place de ce régime? Ça va être sur ce que nous disent les gens, les patients qui vont entrer dans les études de leur régime. Il faudrait leur demander de noter ce qu'ils mangent tous les jours. C'est assez complexe, donc ce sont des études qui vont être extrêmement difficiles à faire pour montrer une efficacité, mais on réfléchit à lancer des études sur ce sujet parce que c'est quelque chose d'intéressant. Deuxième piste pour traiter les neuropathies optiques héréditaires, eh bien, c'est de réduire le stress oxydatif. Alors, dans la neuropathie optique de Leber, pour l'instant, il n'y a pas d'études qui soient lancées là-dessus, mais il y a une autre neuropathie optique héréditaire qu'on appelle le syndrome de Wolfram, où il y a une neuropathie optique héréditaire, il y a aussi une surdité, un diabète, des troubles neurologiques, et il y a des études qui sont lancées avec des molécules telles que le valproate de sodium, et il y a une étude européenne d'une association, enfin, qui a été financée en partie par un projet anglais et qui est soutenu par les associations de patients de la maladie de Wolfram, qui vont nous permettre d'étudier à la fois l'évolution de l'acuité visuelle dans ces neuropathies optiques qui ont une évolution que l'on connaît, qui baisse d'environ une ligne tous les ans et demi, et puis d'évaluer d'autres paramètres d'audition, puisqu'il y a des troubles d'audition dans cette maladie, des troubles neurologiques. Puis il y a une deuxième étude qui est basée sur l'audition, mais qui nous donnera également des éléments sur la vision. Donc on a une étude là, avec une molécule particulière, pour une neuropathie optique spécifique, le syndrome de Wolfram, mais on peut imaginer d'utiliser des molécules candidates de ce style dans les neuropathies optiques de Leber, et il y a une molécule que l'équipe de Dominique Bonneau et de Pascal Régnier et de Guy Lenertz à Angers ont mis en évidence, qui a un nom extrêmement compliqué, mais l'abréviation c'est UTCA, qui a été mis en évidence comme une molécule candidate par les études en métabolome, et donc pour lequel on est en train là aussi de réfléchir au moyen de monter une étude, mais il faut voir comment on peut apporter cette molécule de façon simple et quels paramètres utiliser pour les surveillances. Dans OPA1, la maladie de Pierre, eh bien, on a la même molécule candidate, QTK, et puis la vitamine D3, qui sont des molécules candidates, et là aussi, on réfléchit, enfin l'équipe d'Angers est en train d'essayer de monter des protocoles pour essayer de débuter un traitement avec ces molécules candidates. Troisième troisième piste pour traiter les neuropathies optiques héréditaires, c'est la thérapie génique. La thérapie génique, ça consiste tout simplement à remplacer le gène muté par un gène sain. Tout simplement, enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe. On introduit dans l'organisme, là, au niveau oculaire, un virus qu'on a rendu inactif et dans lequel on a inclus le gène que l'on veut voir intégré au génome des cellules. Donc, vous savez qu'il y a une étude qui a été lancée par l'équipe de José Saël et de Catherine Vignal à la Fondation Rothschild et au 15-20, sur les travaux du reste de Marisol Corral-Dobrinski, et qui est venue souvent en parler, souvent les présenter aux assemblées générales d'ouvrir les yeux. Pardon. Et cette étude de thérapie génique, le produit maintenant a un nom, une évoque, ou GS010,
Ce médicament est en ATU, c'est-à-dire autorisation temporaire d'utilisation. Alors, comme c'est une molécule qui est maintenant brevetée par une compagnie, Genzyme pour ne pas les citer, je n'ai pas accès à beaucoup de données et sauf ce qu'en présente l'équipe de Genzyme et en particulier Catherine Vignal dans les congrès, avec des résultats qui sont dits satisfaisants, avec des améliorations de l'acuité visuelle au niveau de l'œil traité, mais également au niveau de l'œil non traité, parce que il y a un passage, semble-t-il, du vecteur du virus d'un œil à l'autre par le plasma, avec des doses qui sont en fait suffisantes pour l'autre œil. Et il y a eu des études qui ont été faites qui montrent qu'en fait, il n'y a pas de passage ailleurs de façon extrêmement fine, extrêmement faible, ailleurs au niveau du cortex, mais avec un risque qui est très très faible. En fait, ils n'ont pas retrouvé de passage important ailleurs qu'au niveau de l'autre œil. Et ça a un avantage, c'est que quand on traite un œil, finalement, ils ont trouvé des améliorations au niveau de l'autre œil. Nous attendons avec impatience des publications pour savoir exactement de combien sont ces améliorations. Il semble que ça soit de 3 lignes en moyenne d'acuité visuelle, ce qui est un résultat qui est déjà extrêmement intéressant, mais approuvé par des publications, et pour l'instant, on attend de voir ce qu'il en est. Alors, la thérapie génique, il y en a aussi qui est en étude pour d'autres neuropathies optiques, en particulier au PA1, où on peut aussi changer le gène et remplacer par un gène sain. Et puis, privilégier les mitochondries saines, eh bien là encore, c'est quelque chose qui est possible. Il semble que le régime cétogène favorise ce genre de choses, mais c'est encore à voir. Et cette possibilité de mettre en jeu un plus grand nombre de mitochondries saines est quelque chose qui est à l'étude, c'est une piste, mais il y a encore beaucoup de travaux à faire pour arriver à sélectionner au sein des cellules le fonctionnement des mitochondries saines. Donc, vous voyez qu'il y a en fait plusieurs axes et comme vous l'avez vu, des études et des travaux qui sont menés en parallèle par des études, par les équipes de recherche fondamentale, les équipes d'Angers, les équipes de Montpellier, des études menées par les équipes cliniques à la Fondation Rothschild, à Lyon, l'équipe du professeur Tiliquette, à Pompidou par moi-même. Eh bien, nous menons des études en parallèle dans les différents sens pour essayer de trouver des solutions. Et peut-être que là, on a vu 4 voies, mais beaucoup de gens se disent que finalement, eh bien, peut-être que la thérapie génique associée à l'idébénone permettrait peut-être d'améliorer une association de différentes voies et peut-être, je dis pas la solution, mais quelque chose qui sera nécessaire pour arriver à traiter et à améliorer l'acuité visuelle dans les neuropathies optiques héréditaires. Je vous remercie.